Chers étudiants de l'Îlerie et auditeurs venus d'ailleurs, bienvenue sur l'épisode 1 de Il écoute. On décrypte, on partage, on connecte pendant quelques minutes. Dans ce premier épisode, préparez-vous à un voyage captivant à travers les actualités du monde. Noélie nous plongera dans les méandres du Haut-Karabakh pour Il Actu, livrant une analyse des plus pertinentes. Pendant ce temps, Marquand nous entraînera dans les tensions palpables entre le Maroc et l'Algérie, révélant des dynamiques régionales complexes. Pour Ça se passe à l'Îlerie, Alexandra nous emmènera célébrer les 75 ans de notre chère école, un lieu où l'histoire et l'avenir se rencontrent. Pour les Ilériens, Lily est partie interviewer une personne que tous les étudiants connaissent, Monsieur Pfeiffer, notre coordinateur pédagogique. Adélaïde partagera ses astuces infaillibles pour réussir l'épreuve redoutée de l'exposé d'El Wafi, une quête que chaque Ilérien connaît bien. Dans Il est temps d'en parler, Marine et moi-même vous guiderons à travers le départ et le retour, deux étapes cruciales du parcours étudiant, chacune avec ses défis uniques. Et, parce que chez Il écoute on couvre tous les terrains, Valentin nous entraînera dans l'univers du sport, révélant les nations exclues des JO et nous offrant quelques actualités sportives pour sa nouvelle rubrique, Il est sportif. Enfin, la deuxième nouvelle rubrique, Il est cultivé, nous ouvrira les portes des expositions du Louvre. Cet épisode est le début d'une aventure passionnante que vous ne voudrez pas manquer. C'est un programme chargé qui nous attend aujourd'hui, mais tout d'abord, jingle. Tant de mots que j'aimerais dire et tant de choses qui me traversent l'esprit, mais alors heureusement, je suis à l'écoute. Sans plus attendre, je donne la parole à Noélie pour répondre à une question plus que complexe. À qui appartient le Haut-Karabakh ? À qui appartient vraiment le Haut-Karabakh ? Jeudi 28 septembre, le dirigeant de la République autoproclamée du Haut-Karabakh, Samuel Shrahamanian, a annoncé par décret que la République du Haut-Karabakh cesse son existence. Toutes les institutions gouvernementales et organisations seront dissoutes au 1er janvier 2024, a-t-il poursuivi. Cela fait suite aux pourparlers qui ont débuté après l'offensive éclair menée le mardi 19 septembre par l'Azerbaïdjan. En effet, le pays a effectué ce qu'il appelle des opérations antiterroristes sur la région. Le pays a donc bombardé plusieurs villes du Haut-Karabakh, dont la capitale autoproclamée Kakhandy en azerbaïdjanais ou Stepanakert en arménien. Cette double appellation pour une même ville pose alors déjà le problème identitaire que connaît ce territoire, tantôt arménien, tantôt azerbaïdjanais. Mais qu'est-ce que le Haut-Karabakh ? Pourquoi l'Arménie et l'Azerbaïdjan revendiquent tous deux la région ? Et finalement, quelle est l'implication internationale dans ce conflit identitaire ? Commençons par définir le Haut-Karabakh. C'est une république autoproclamée de 11 430 km², peuplée par presque 150 000 habitants et située dans le Caucase, une région très conflictuelle à la frontière de l'ex-URSS et du Moyen-Orient. Le Haut-Karabakh est l'héritage de la République socialiste soviétique autonome d'Artsakh que Staline avait intégrée à la République d'Azerbaïdjan. Mais, petit problème, cette intégration n'a pas pris en compte le fait que la région était majoritairement peuplée d'Arméniens. C'est donc là que commence la galère de savoir à qui revient cette enclave arménienne située en Azerbaïdjan, d'autant plus que celle-ci n'est reliée à l'Arménie que par un corridor qui peut facilement être coupé, comme le font les Azerbaïdjanais depuis plusieurs mois. Ainsi, on a d'un côté le Haut-Karabakh, qui proclame son rattachement à l'Arménie depuis 1988, suite à un référendum, et souhaite donc le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de l'autre, l'Azerbaïdjan, qui souhaite conserver son intégrité territoriale et affirmer son statut de nouvelle puissance dans la région, et est donc en guerre continuelle avec l'Arménie, et ce, avec une grande violence, que ce soit entre 1991 et 1994, lors d'une nouvelle offensive d'envergure en avril 2016, mais encore en 2020. Et, comme si cela ne suffisait pas, d'autres États viennent se mêler de l'affaire, notamment l'Iran, qui soutient l'Arménie, tandis que la Turquie soutient quant à elle l'Azerbaïdjan dans son éternelle affection pour l'Arménie. On se souvient du génocide de 1915-1916 qui aurait fait entre 1,2 et 1,5 million de victimes arméniennes. Et puis, on a aussi la Russie qui s'est mise en tête d'être l'arbitre du jeu en tant que garante de la paix, qui permettait alors l'ouverture du corridor de Latchine qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie. Mais comme Poutine est lui-même parti en guerre contre l'Ukraine et que, comme le dit le dicton, lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent, l'Azerbaïdjan a donc coupé le fameux corridor, ce qui a provoqué une grande pénurie et une menace de famine pour le Haut-Karabakh. Et comme si cela ne suffisait pas, l'Azerbaïdjan a lancé des opérations antiterroristes sur la région le mardi 29 septembre, soi-disant en représailles de la mort de 4 policiers et de 2 civils azerbaïdjanais dans l'explosion d'un tunnel en construction. Un motif un peu vague, me direz-vous, mais dont les conséquences auraient fait au moins 400 morts et des centaines de blessés, que ce soit du côté des séparatistes ou de l'Azerbaïdjan.
On peut également compter un grand nombre de déplacés du Haut-Karabakh qui s'enfuient en Arménie. L'offensive a donc réussi car, peu de temps après, la présidence séparatiste du Haut-Karabakh a annoncé déposer les armes et des pourparlers entre les séparatistes et l'Azerbaïdjan ont débuté. Un cessez-le-feu a également été signé, mais l'Azerbaïdjan ne semblait pas vouloir s'arrêter avant d'avoir pris le contrôle total de la région. Et pour ce faire, le pays, conjointement avec la Russie, a débuté une démilitarisation des forces sécessionnistes arméniennes. Le Haut-Karabakh se retrouve donc seul pour lutter contre l'Azerbaïdjan, l'Arménie n'ayant esquissé aucune forme d'aide, à l'exception d'une réclamation d'une mission de l'ONU et de l'accueil des 13 350 réfugiés que le pays a comptés ce mardi 26 septembre. Finalement, les pourparlers ont débouché sur la dissolution de la République du Haut-Karabakh et donc la victoire définitive de l'Azerbaïdjan. Si les habitants de la région fuyaient déjà avant la fin des pourparlers, il s'agit désormais d'une vraie exode, avec 100 000 réfugiés estimés samedi 29 septembre qui fuient par peur d'un nettoyage ethnique, selon les propos du Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Face à cette situation, certains pays ont réagi, à l'image de la France, qui a appelé à une action diplomatique internationale face à l'abandon de l'Arménie par la Russie. Ce, tout en soulignant donc le rôle de complice de la Russie dans l'exode massif des Arméniens du Haut-Karabakh. Finalement, au vu de toutes les conséquences de ce conflit, on pourrait se demander si ce n'était pas aux habitants de choisir définitivement l'issue de ce conflit et que leur décision soit respectée. Peut-être pas entendu parler, mais la situation géopolitique du Sahara est complexe et a été marquée par un conflit de longue date entre le Maroc et le Front Polisario, soutenu historiquement par l'Algérie. Voici un aperçu de cette situation. Donc pour le contexte historique, le Sahara occidental, c'est une zone en Afrique du Nord, à l'ouest de l'Algérie et au sud du Maroc. Et ça fait des décennies que tout le monde se dispute pour savoir à qui ça appartient. À l'époque de la colonisation, les Espagnols étaient aux commandes du Sahara occidental. Mais en 1975, les Espagnols ont décidé de s'en aller et ça a ouvert la porte à des bagarres pour le contrôle de la région. Ça a déclenché plusieurs conflits entre le Maroc et un groupe appelé le Front Polisario. Le Front Polisario a été créé en 1973 dans le but d'obtenir l'indépendance du Sahara occidental. Mais en 1975, le Maroc a revendiqué sa souveraineté et ça a provoqué une vraie guerre entre le Maroc et le Front Polisario. En 1991, l'ONU a réussi à imposer un cessez-le-feu. Ils ont aussi proposé un plan pour la paix, qu'ils ont appelé le plan de règlement. Ce plan disait qu'on devait organiser un vote pour que les habitants du Sahara occidental décident eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire de leur région. Mais il y a eu une stagnation des négociations parce que tout le monde n'était pas d'accord sur qui devait avoir le droit de voter. Le Maroc soutient désormais un plan d'autonomie pour le Sahara occidental sous sa souveraineté, tandis que le Front Polisario insiste sur un référendum offrant l'option de l'indépendance. Mais alors, quel est le rôle de l'Algérie dans ce conflit ? L'Algérie, elle, a toujours été du côté du Front Polisario dans leur lutte pour l'indépendance du Sahara occidental. Ils ont beaucoup aidé le Front Polisario, que ce soit sur un plan diplomatique, politique et militaire. Et à cause de ça, les relations entre le Maroc et l'Algérie ont été plus que tendues à cause de ce conflit. Les deux pays ne lâchent pas le morceau et ils ont chacun leurs idées bien arrêtées sur la question du Sahara occidental. Alors qu'est-ce qui s'est passé fin septembre ? Les représentants du Maroc et de l'Algérie se sont livrés à un véritable face-à-face à l'ONU le mardi 26 septembre 2023. L'ambassadeur du Maroc, Omar Hilal, a d'abord insisté sur l'engagement de son pays à trouver une solution politique à la question du Sahara. Il a souligné que la résolution du conflit autour du Sahara marocain devait reposer sur une approche, je cite, politique, réaliste, pratique et basée sur un consensus. L'ambassadeur Hilal a également rappelé que plus de 100 pays soutenaient déjà l'initiative marocaine, mettant l'accent sur le fait que selon le Maroc, il n'y a jamais eu de Sahara occidental mais seulement le Sahara marocain. En réaction au discours de son homologue marocain, l'ambassadeur algérien Ammar Benjama a répliqué en mettant en avant le fait que le Maroc qualifie le Front Polisario de groupe séparatiste. Il a ensuite rappelé que l'Algérie défendait le droit des peuples à l'autodétermination en se basant sur des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, qui réaffirment le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à décider de son propre destin. La délégation marocaine a exprimé son opinion selon laquelle les actions de l'Algérie allaient à l'encontre de son statut déclaré d'observatrice car elle soutenait et défendait un groupe armé dont les liens avec le terrorisme étaient avérés. L'ambassadeur marocain, Omar Hilal, a alors accusé l'ambassadeur algérien de, je cite, « propager la discorde et de blesser la mémoire des défunts et des Marocains ». Il a également demandé plusieurs fois la parole pour répondre à son homologue algérien, montrant à quel point les tensions étaient vives entre les deux délégations.
Et maintenant, après ce tour d'horizon de l'actualité internationale, revenons à nos racines, à notre foyer, l'Îlerie. Pendant que le monde tourne et que les nations se confrontent, notre école continue d'être un pilier de notre parcours académique et personnel. C'est ici, à l'Îlerie, que l'histoire se tisse, que les expériences se partagent et que les générations se rencontrent. Ce 5 octobre, l'Îlerie célèbre ses 75 ans d'existence. Coucou tout le monde, c'est Alex qui reprend le micro pour vous parler de ce qui se passe à l'Îlerie. Aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre 2023 et nous fêtons enfin les 75 ans d'Îlerie. C'est un moment important pour nous tous et restez connectés sur les réseaux pour voir le recap de certains événements, de l'histoire et de ce que notre école peut vous proposer. En ce qui concerne les associations, nous avons une super asso humanitaire qui vous propose tous les mercredis du mois d'octobre des petits déjeuners. Les fonds récoltés grâce à vous serviront les organisations pour Octobre Rose. Donc on compte réellement sur vous. N'oubliez pas que les conférences du mercredi sont obligatoires pour certaines promotions. Le 11 octobre prochain sont conviés les Bachelor 3 et le 18 octobre ce sera au tour des Bachelor 2. Un petit rappel qui peut vous être utile à la suite de nombreuses questions qu'on a pu recevoir. Lorsque vous avez quoi que ce soit, que vous devez justifier une absence ou autre, tournez-vous vers Monsieur Pfeiffer si vous êtes en bachelor ou vers Madame Jolin si vous êtes en master. Si vous êtes absent, en retard ou que vous avez un problème dans les cours de langue, c'est vers la responsable des langues que vous devrez vous tourner et pas vers les responsables pédagogiques. Lorsque vous avez une question concernant les domaines administratifs, voyez avec Madame Salle, elle sera beaucoup plus apte à vous répondre. De l'actualité de notre chère école, nous nous plongeons maintenant dans une rencontre avec l'une des personnes clés qui contribuent chaque jour à notre expérience à l'Îlerie. Venez explorer les coulisses avec Lily, qui est partie interviewer notre conseiller pédagogique, Monsieur Pfeiffer. Bienvenue dans notre rubrique Les Ilériens. Ici, on va découvrir les profils de différentes personnes qui contribuent au bon fonctionnement de notre école. Et pour cet épisode, c'est moi, Lily, qui suis partie à la rencontre de Monsieur Pfeiffer, notre coordinateur pédagogique. Alors bonjour, comment vous allez ? Bonjour, très bien, merci. Alors, on vous connaît parce que vous êtes à l'école depuis un petit moment déjà maintenant. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, nous expliquer votre parcours et comment vous êtes arrivé à l'Îlerie ? Donc, j'ai commencé il y a 5 ans dans la pédagogie, dans une école d'art et de jeux vidéo qui s'appelle l'ISA, où j'ai été donc gestionnaire de vie scolaire, donc à peu près pendant 2 ans. Ensuite, j'ai enchaîné avec une école qui s'appelle ESAGE, qui est donc une école RH, sur laquelle j'ai été gestionnaire pédagogique. Et je suis resté aussi pendant 2 ans. Et maintenant, donc, je suis arrivé à l'Îlerie depuis mars. En ce qui concerne l'Îlerie, en quoi vous contribuez, quel est votre rôle concrètement ? Qu'est-ce que c'est votre travail en fait ? Mon travail concrètement, c'est d'accompagner les étudiants au jour le jour. C'est d'avoir mis en place tous les emplois du temps. Donc de tous les bachelors première année, deuxième année, troisième année. Ça fait du travail. Ça fait à peu près 70 intervenants à placer tout au long de l'année, du premier semestre jusqu'à la fin de l'année. Ça va être aussi la mise en place de tous les examens. Donc des partiels du premier et du second semestre, ça va être la mise en place des rattrapages, ça va être aussi la réservation des jurys pour tout ce qui va être les soutenances de stage et de mémoire, et tout ce qui va être la préparation des événements spécifiques à chaque année, donc ça va être la rentrée, ça va être aussi la fin de l'année, etc. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers la pédagogie ? Qu'est-ce que vous aimez dedans ? Alors, ce que j'aime dans la pédagogie, ça sera surtout le contact humain que j'ai avec les étudiants. Vraiment ce qu'on appelle dans le métier le front, c'est-à-dire réellement être en face à face avec l'étudiant, échanger avec lui, l'aider au quotidien. C'est réellement ce côté social que j'aime beaucoup avec les étudiants. Après, il faut pas oublier qu'il y a tout le côté administratif. Exactement, c'est le métier en lui-même de coordinateur, c'est à peu près 70% d'administratif et 30% de social. Donc, on fait ce métier pour le social qui est vraiment en très petite quantité, mais qui est là quand même. Et c'est réellement ça qui me plaît, en tout cas, dans ce que je fais. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus si on parle de l'Îlerie concrètement, pourquoi cette école-là ? Alors, pourquoi cette école-là spécifiquement ? C'est tout d'abord un désir de découvrir
c'est-à-dire j'ai fait plusieurs écoles avant l'ILERI. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fait une école d'art et de jeux vidéo, j'ai fait une école de RH et maintenant je suis à l'ILERI. Et c'est vraiment cette découverte des différents métiers, des différents branches de métiers que je peux découvrir, etc. Et surtout l'évolution du poste que j'ai, c'est-à-dire que j'étais d'abord donc gestionnaire de vie scolaire, ensuite gestionnaire pédagogique et donc coordinateur pédagogique, et après ça monte encore et on passe à responsable pédagogique, etc. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous auriez un petit message ou un conseil à donner à nos étudiants ? Un message aux étudiants, travaillez bien. N'oubliez pas que ce sont les meilleures années de votre vie. Après le bac+3, si vous faites un bac+5, si vous êtes courageux, allez-y à fond, mais n'oubliez pas que ce sont vos jeunes années, qu'il faut en profiter un maximum, et que voilà, ne laissez rien passer à côté. C'était donc pas une légende, on l'a souvent entendu, mais encore une fois un témoignage qui prouve que c'est vrai. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'était avec plaisir. C'était la rubrique Les Ilériens, merci de l'avoir écouté. On se retrouve dans 2 semaines pour découvrir un nouveau profil. De cette conversation enrichissante avec notre conseiller pédagogique, nous passons maintenant à un défi que chaque étudiant de l'ILERI connaît bien, l'art de réussir un exposé d'El Wafi. C'est plus qu'une simple épreuve académique, c'est une tradition, un rite de passage, un moment où l'expertise se marie avec la créativité. Pour nous guider à travers cet exercice délicat, nous avons Adélaïde, l'experte des astuces, des conseils et des stratégies qui feront de votre prochain exposé un vrai succès. Bienvenue dans la rubrique Les bonnes astuces. Dans cette rubrique, je vais vous partager des conseils et des tips qui pourront vous aider dans votre vie étudiante. Dans cet épisode, on va parler des exposés de Monsieur El Wafi. Cet épisode va être un petit peu plus scolaire, ouais. Alors, premier tips. Vous devez choisir rapidement et intelligemment le meilleur sujet. Là, il y a 2 teams. Il y a la team « Je choisis le sujet que j'ai déjà travaillé au lycée ou dans d'autres classes » ou la team « Je choisis un sujet qui me fait triper, mais je sais que je vais le bosser à mort ». Ah oui, j'allais oublier, il y a la 3e team, il y a la team sans exposé. À partir de là, je vous conseille d'être stratégique. Si vous prenez un sujet sur lequel vous avez déjà travaillé de loin ou de près, ça vous mâchera une partie du travail, c'est-à-dire la mise en contexte du sujet et la découverte des principaux auteurs et des principales théories. Si vous prenez le 2e cas de figure, oui, vous allez devoir en baver, vous allez devoir vous challenger, chercher plein d'auteurs, mais au moins vous allez pouvoir élargir votre champ de connaissances. Et pour le 3e cas de figure, si on ne vous a pas donné de sujet, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir directement Monsieur El Wafi et d'essayer de régler ça le plus rapidement possible. Sinon, ça va être une vraie galère à la fin du semestre. Bon, maintenant que vous avez votre sujet, je vous conseille de directement, ou du moins le plus rapidement possible, faire une hypothèse de plan. Après ça, vous faites également une bibliographie en amont, c'est-à-dire que vous allez tout simplement sur Internet, vous tapez votre intitulé ou des mots-clés de votre sujet, et après ça, vous copiez des liens qui pourraient être intéressants. Vous faites une petite base de données sur un petit document Word, et après, vous pouvez revenir dessus quand vous allez réellement travailler votre sujet. Et n'hésitez pas aussi à aller voir Monsieur El Wafi pour lui demander des conseils sur comment aborder votre sujet, les principaux auteurs et les principales théories de celui-ci. Quand vous allez réellement bosser votre sujet, misez tout sur votre plan et votre bibliographie. Concernant le plan, il faut qu'il soit travaillé et équilibré. Il faut aussi qu'il matche parfaitement avec votre problématique et l'orientation que vous lui aurez donnée. Vous devez aussi citer des auteurs, des spécialistes et exposer les théories concernant votre sujet. La bibliographie, elle doit être par ordre alphabétique des auteurs. Elle doit aussi mentionner le nom de l'article / du livre, sa source, sa date de parution et la date à laquelle vous l'avez consulté. Pour la webographie, ça va être exactement la même chose, mais vous devez aussi ajouter l'hyperlien. Le jour de la présentation, vous avez imprimé votre plan et votre bibliographie sur une feuille recto verso. C'est indispensable, si vous ne le faites pas, n'envisagez pas une super note. Vous avez aussi votre Canva, votre PDF, votre présit prêt. Il est simple, esthétique et a des définitions, des dates et éventuellement des citations. Lors du passage à l'oral, lisez le moins possible et respectez le temps imparti. Si vous ne respectez pas ces 2 points, vous vous tirez une balle dans le pied et après là, c'est galère au niveau de la note. Bon merci, ça a été un peu plus long que prévu. J'espère que ça vous aidera à pas trop stresser ou alors à bien aborder la préparation de vos exposés. Et on se voit la semaine prochaine.
Après avoir appris tous les secrets pour briller lors de nos exposés académiques, préparons-nous à un tout autre voyage d'apprentissage. Parfois, la vie d'étudiant nous emmène bien au-delà des salles de classe et des présentations PowerPoint. C'est une aventure qui nous mène à travers le monde, nous offre des rencontres uniques et nous enseigne des leçons inestimables. Marine et moi-même allons partager avec vous nos récits de voyage. Partir vers l'inconnu, découvrir de nouvelles cultures, puis revenir. Les bagages remplis d'expériences et le cœur enrichi de nos souvenirs inoubliables. Les hauts, les bas, les découvertes et les moments de réflexion, tout cela fait partie intégrante de la vie d'étudiant. Il y a un aspect de la vie d'étudiant que l'on vit tous à un moment ou un autre. Et pour certains d'entre nous, ce moment est déjà arrivé. Il est l'heure de partir, de quitter le cocon familial pour aller réaliser nos propres ambitions. Certains sont partis dès la première année. Ils sont arrivés à Paris, ont eu un appartement et ont commencé à vivre seuls. Peu à peu, ils s'y sont faits et sont devenus plus autonomes. Mais moi, personnellement, ça me fait peur. Comme beaucoup d'entre nous, parmi les B3 et les M1, au second semestre, je m'envole étudier dans un pays étranger. Et me dire que pour la première fois, je vais vivre loin de ma famille, dans un pays que je ne connais pas, avec une culture totalement différente de la mienne, tout ça, c'est juste flippant. Partir, c'est un passage obligé de la vie. C'est une étape nécessaire pour pouvoir réaliser nos propres vies, nos propres objectifs. C'est le moment de découvrir qui on est, sans le contexte dans lequel on a grandi. C'est aussi le moment de découvrir d'autres choses, d'autres personnes. Alors oui, cela peut être angoissant de perdre ses points de repère, et oui, c'est sûr, il nous faudra un temps d'adaptation et de découverte de ce nouveau mode de vie. Mais ce que j'ai entendu, en posant des questions autour de moi, c'est qu'on s'y fait. On finit même par aimer cette liberté. Voici quelques conseils que j'ai pu récupérer en allant interroger les Illyriens. Déjà, il faut laisser le temps d'être mal, d'être triste, de perdre toutes ses habitudes. Mais il faut aussi sortir et s'en faire des nouvelles. Aussi, il faut apprendre à gérer son budget. Pour cela, il y a un super podcast que j'écoute souvent qui s'appelle Thune, et allez l'écouter, il est génial. Il faut se dire qu'à l'heure du digital, quand on est perdu dans les trucs bateaux de la vie, on peut facilement trouver des solutions sur internet ou en passant un simple coup de fil. Partir, c'est prendre de l'indépendance et de l'autonomie. C'est le moment de mûrir et d'apprendre à gérer ses problèmes seul. C'est dur au début, mais croyez-moi, on s'y fait. On parle souvent de l'avant quand on part à l'étranger, mais qu'en est-il de l'après ? Malheureusement, l'impact du retour est souvent sous-estimé, car on pense être à l'abri en retrouvant nos proches et nos repères. Ceci nous confère un sentiment de sécurité, d'appartenance, mais également de confiance. Or, quelquefois, certains font face à ce qui est défini comme le choc du retour, ou le choc culturel inversé. C'est lorsqu'après un court ou un long séjour à l'étranger, on est confronté à différents ressentis. Par exemple, ces personnes peuvent éprouver de la nostalgie au souvenir de tous les bons moments passés là-bas. Une déconnexion vis-à-vis de la société et de nos proches s'opère car pendant un court ou un long laps de temps, on a évolué dans une sorte de bulle. Quand on revient à la réalité, celle-ci peut s'accompagner d'une crise identitaire avec une remise en question profonde sur qui nous sommes. Cette impression d'être coincé entre deux mondes. Le désintérêt s'installe et amenuise nos efforts. Certains ressentent de la frustration envers eux-mêmes et envers les autres. Ils se posent énormément de questions sur leur choix, leur futur et se sentent incompris. Les autres symptômes possibles peuvent être la tristesse, l'isolement, l'irritabilité et de la colère. C'est un deuil à faire sur le plan psychologique. Pour finir, j'aimerais partager avec vous quelques tips, conseils pour vous aider à amorcer cette réadaptation. Le premier tips est de se laisser le temps, de se réadapter afin d'éviter un retour aux sources trop brutal. Il faut reprendre une routine progressivement. Le deuxième tips, je vous conseillerais de parler de votre expérience à des personnes qui s'y intéressent, ce qui vous permettra d'extérioriser vos inquiétudes. Le troisième tips, c'est ce que j'appelle l'écriture cathartique, c'est-à-dire le fait de pratiquer par exemple le journaling. Il a été prouvé scientifiquement que ça permettait de mieux gérer ses émotions. Et le quatrième et le dernier tips est le fait de rester connecté avec le pays quitté. Pour ce faire, on peut continuer à s'intéresser à sa culture, son actualité et sa langue. J'aimerais terminer par cette magnifique citation de Paulo Coelho. « Vivre, c'est changer, voilà la leçon que les saisons nous enseignent. » Après avoir exploré les horizons et découvert les défis passionnants de voyager en tant qu'étudiant, plongeons maintenant dans un tout autre univers, celui du sport international. Les Jeux Olympiques, c'est bien plus qu'une simple compétition sportive. C'est un équilibre délicat entre tradition, politique et le désir universel de représenter son pays sur la scène internationale. Valentin vient nous parler des pays qui ont été refusés aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, 3 pays sont au centre des discussions des comités internationaux olympiques, dits CIO, et paralympiques, dits IPC. Ces comités doivent choisir qui aura le droit de se battre pour une médaille à Paris l'été prochain. Si le cas de la Russie et de la Biélorussie anime logiquement les débats suite à la guerre en Ukraine qui a lieu depuis février 2022, le cas du Guatemala, bien moins médiatisé, semble en effet mal parti. Le CIO, dont je vous ai parlé plus tôt, est l'organisme chargé du bon développement des Jeux Olympiques. Parmi toutes ces missions, le comité doit envoyer les invitations aux différents comités sportifs nationaux ayant été jugés éligibles. Pour les Jeux de Paris 2024, le CIO a envoyé le mercredi 26 juillet des invitations à 203 pays,
tout en expliquant que les décisions concernant la Russie et la Biélorussie seront prises ultérieurement. Vous l'aurez compris, aujourd'hui rien n'est figé. Car même si la tradition veut que le comité envoie les précieuses invitations à 1 an du début des Jeux, de nouvelles invitations peuvent être envoyées. Penchons d'abord sur le grand perdant pour 2024, le Guatemala. Aujourd'hui c'est factuel, le pays le plus lourdement sanctionné par le CIO est le Guatemala. Mais alors comment un petit pays d'Amérique centrale d'à peine 17 millions d'habitants se retrouve exclu au même titre que des pays menant une violente guerre depuis plus d'1 an ? Eh bien en réalité pour pas grand chose. En 2021, 2 anciens sportifs guatémaltèques s'affrontent pour la présidence du Comité olympique guatémaltèque, dit COG. D'un côté, Gerardo Aguirre, président sortant de son 2e mandat consécutif, vu comme le grand favori. De l'autre, Jorge Rodas, un ancien footballeur moins connu. Alors que Gerardo Aguirre se voyait déjà briguer un 3e mandat, le tribunal électoral du sport fédéré invalide sa candidature, ce qui permet à Jorge Rodas, seul candidat, de remporter l'élection. Gerardo Aguirre va alors tout tenter pour conserver son poste. Il changera d'abord le statut du COG, mais se verra empêché par la Cour constitutionnelle de son pays, puis ira saisir le CIO en accusant son gouvernement d'avoir violé le principe d'autonomie du sport. Après plusieurs avertissements, le CIO suspend le COG de ses fonctions le 15 octobre 2022. Sans comité, le sport guatémaltèque prend un coup. Le versement annuel des 1,2 million de dollars du CIO est suspendu et les athlètes guatémaltèques ne sont plus invités aux grandes compétitions internationales. Vous avez désormais plus d'éléments pour comprendre pourquoi le Guatemala n'est pas invité aux Jeux de Paris en 2024, mais il ne vous aura peut-être pas échappé que je présente le Guatemala comme un pays encore plus lourdement sanctionné que la Russie et la Biélorussie. La raison est simple. Depuis ce vendredi 29 septembre, nous savons que la Russie sera à Paris en 2024. En effet, pour comprendre, il faut bien distinguer l'IPC du CIO, qui sont 2 organismes totalement indépendants et autonomes. Le premier s'occupe du paralympisme, le second de l'olympisme. Et pour cause, l'IPC a voté ce 29 septembre positif à la réintroduction de la Russie et de la Biélorussie aux compétitions paralympiques internationales, et donc pour les Jeux paralympiques de 2024. Et bien que les athlètes russes et biélorusses concourront sous bannière neutre, cette décision semble avoir inspiré le CIO qui envisage déjà depuis le mois de mars cette possibilité. Affaire à suivre. Bonne nouvelle pour le football féminin français. En effet, le groupe TF1 a annoncé ce jeudi 28 septembre avoir acquis l'intégralité des droits télévisuels du prochain Euro féminin de football qui se déroulera en 2025. L'UEFA espérait récupérer 20 millions d'euros des chaînes françaises souhaitant diffuser l'événement, et selon le journal L'Équipe, après négociation, le groupe TF1 aurait accepté d'acheter les droits pour cette somme. Cet investissement est de bon augure pour le football féminin en France, car il est important de rappeler qu'en juin dernier, la diffusion des matchs de la Coupe du Monde féminine qui avait lieu en Australie avait failli ne pas être assurée en France, car selon le groupe France Télévisions, les horaires décalés ne permettraient pas une audience à la hauteur des 6 millions d'euros demandés par l'UEFA. C'est officiel, depuis ce dimanche 1er octobre, l'équipe de France n'amènera pas d'équipe masculine de gymnastique à ses propres jeux. Les Français ont échoué aux mondiaux de gymnastique qui se déroulaient ce week-end, et bien qu'il reste quelques places pour se qualifier en individuel, il sera très compliqué pour les Français de s'en saisir. Outre ses performances en gymnastique, on se rappelle la débâcle des mondiaux d'athlétisme qui ont eu lieu en juin dernier, où les Français, toutes disciplines confondues, n'ont rapporté qu'une seule médaille. Sans être nécessairement alarmiste, il faudra éviter que nos Jeux Olympiques de 2024 restent dans l'histoire comme la 2e crise sportive française après celle des Jeux de Rome en 1960. Continuons notre exploration, mais cette fois-ci dans le royaume de l'art et de la culture. Paris, ville des lumières et de l'innovation artistique, regorge d'expositions captivantes qui suscitent l'admiration et l'inspiration. Et maintenant, place à notre guide culturel, Anouk, qui nous emmène à travers les galeries et les musées pour découvrir quelle exposition enflamme actuellement la scène artistique parisienne. Du contemporain à l'ancien, des artistes émergent aux maîtres classiques. Préparez-vous à un voyage visuel et intellectuel qui révèle les trésors culturels que Paris a à nous offrir. À Paris, l'art déborde. Le mouvement perpétuel des œuvres qui se succèdent devant l'inertie de nos monuments historiques nous laisse souvent hébétés. Les couloirs grouillants du métro sont couverts d'affiches de promotion culturelle qui nous font l'affront de se renouveler tous les trimestres pour nous montrer que, même en cavalant, impossible de les saisir. Alors comment aborder cette effervescence ? L'ambition de ce podcast, c'est de dénicher en particulier les événements qui placent les relations internationales au cœur de diverses disciplines artistiques. Et parce que notre ville en regorge, vous aurez droit à une sélection chaque semaine pour occuper vos heures vacantes. Pour commencer, le 8 octobre se termine le festival féminin du film taïwanais. Avec Les Femmes de Taïwan font des vagues, le Forum des images rend hommage à des réalisatrices peu connues du grand public, telles que Sylvia Cheng ou Laha Meibo. Lancée en 1993 à Taipei, cette initiative permet de mettre à l'honneur le cinéma dans son ensemble. De la fiction au documentaire, de l'animation à l'expérimental, cette programmation, qui aborde entre drame et romance la colonisation japonaise ou la terreur blanche, saura remettre l'humain au centre, loin des passions géopolitiques.
Le 6 octobre, demain donc, vous pourrez visionner Enter the Restri de Zero Shoe, un film sur 3 dissidentes qui, dans le contexte de la loi martiale, sont envoyées sur une île prison dans les années 1950. Et parce que la Fashion Week est enfin terminée, vous pourrez de nouveau vous promener près du Trocadéro ce week-end. Là-bas, le musée de l'Homme propose une temporaire qui s'appelle Plantu et Reza, Regards croisés. Pour ce qui est de Plantu, vous le connaissez peut-être, plus besoin de le présenter tant ses illustrations sont intrinsèques à l'imaginaire qui entoure le journal Le Monde. Reza, un peu moins connu, c'est un photographe azéri qui, pour poursuivre son travail d'information, a dû s'exiler en France après la révolution islamique. Ayant couvert les principaux conflits des dernières décennies, sa légitimité a largement été reconnue par l'ONU qui l'a upgrade consultant pour les crises afghanes et rwandaises. Regards croisés, parce que depuis 2011, les artistes œuvrent à la conciliation de leurs médias pour illustrer nos mots. Climat, crise sociale, migration, conflits armés, les principaux enjeux auxquels nous sommes confrontés sont couverts avec une approche globale et multiscalaire. La pertinence de cette exposition par le Musée de l'Homme relève donc de l'évidence. D'autres bonnes raisons d'y aller. Avec sa muséo très minimaliste, elle ne nécessite pas plus d'1 heure pour être abordée et elle est gratuite pour les moins de 26 ans. En remontant dans le 18, vous trouverez le Théâtre des Béliers qui propose le nouveau thriller politique de Mélodie Moret. Avec une scénographie innovante et une mise en scène qui adopte tous les codes du cinéma, le rythme soutenu de l'intrigue a tout pour plaire. Bien loin des œuvres vaudevillesques qu'on trouve souvent dans les théâtres indépendants, Big Mother aborde des termes très contemporains qui nous rappellent le Watergate, Cambridge Analytica ou encore l'affaire Snowden. Ce qui présente un beau complément à la superbe projection de M. Barthélémy. Si la mise en scène des enjeux démocratiques liés à la Big Data et au NTIC peut sembler peu naturelle au théâtre, Moret nous conforte dans l'adage selon lequel la réalité dépasse la fiction, et ça vaut bien 5 nominations aux Molières. Pour les moins de 26 ans, des places à 10 € sont disponibles à la réservation par téléphone ou au guichet 1 heure avant le début du spectacle. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cet épisode de Il Écoute. Nous espérons que ce voyage à travers l'actualité internationale, les coulisses de l'îlerie, les témoignages et les astuces a enrichi votre journée autant qu'il a enrichi la nôtre. Merci de nous avoir accompagnés dans ce périple. Restez à l'écoute car de nouvelles aventures nous attendent. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Sur Instagram c'est il.écoute, TikTok il écoute et sur LinkedIn et Facebook c'est il écoute. On poste régulièrement dessus, notamment la rubrique Il s'infiltre qui vous intéressera pour sûr. À bientôt. Tant de mots que j'aimerais dire et tant de choses qui me traversent l'esprit, mais alors heureusement je suis à l'écoute, à l'écoute, à l'écoute, il écoute. Tant de mots que j'aimerais dire et tant de choses qui me traversent l'esprit, mais alors heureusement je suis à l'écoute.